Bien, eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel agro-webinaire du mardi. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème agroécologie et je vais laisser la parole à Hélène qui va animer cette séance aujourd'hui, Hélène Gross de l'ACTA. Donc Hélène, tu as la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc, merci Philippe. Alors, effectivement, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui qu'on a intitulé «L'approche système, un raisonnement global pour opérer la transition agroécologique à l'échelle de l'exploitation». Alors, nous avons souhaité organiser un webinaire sur ce thème car il nous semble important d'insister sur le fait que l'agroécologie n'est pas juste une juxtaposition de pratiques et de leviers, mais bien qu'elle nécessite d'adopter une vision globale structurée autour d'un raisonnement systémique. Alors bien sûr, beaucoup disent et diront que l'approche système n'est pas spécifique à l'agroécologie, puisqu'elle constitue le fondement même de l'agronomie. Pourtant, force est de constater que ces dernières décennies, la tendance était plutôt à des raisonnements de type un problème, une solution, et à un cloisonnement des problématiques et des expertises associées. Alors, qu'entend-on exactement par approche système ? Pourquoi cette approche système est-elle nécessaire dans une démarche agroécologique ? Comment cette forme de raisonnement questionne-t-elle les modalités de construction de connaissances, d'accompagnement des agriculteurs et des compétences associées ? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec nos trois intervenants. Donc Jean-Marc Ménard de INRAE, directeur de recherche à l'UMR SADAPT, Stéphane Cadou, chargé d'études systèmes de culture à Terre Innovia, et Joséphine Peigné, enseignante-chercheuse en agronomie à l'ISARA. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marc pour nous introduire le sujet. Peut-être Jean-Marc, 30 secondes, j'ai oublié de préciser aux participants qu'ils avaient deux façons de pouvoir interagir avec nous. La première, c'est pour nous donner des informations ou pour nous faire part de leurs soucis techniques auxquels j'essaierai de répondre. C'est sur le bouton chat ou fil de discussion ou converser. Et le bouton important dans ce webinaire, c'est le bouton questions-réponses, QR, pour lequel nous vous conseillons de pouvoir donner vos questions et les intervenants répondront à vos questions à la fin de leurs interventions. Donc, n'hésitez pas, et je le reprécise par mail, par chat, et je laisse la parole à Jean-Marc. Excusez-moi de vous avoir coupé. Merci Philippe, merci Hélène. Vous m'entendez? Vous voyez mon diaporama? C'est Très bon? bien. Très bien. Bonjour à tous. Je vais donc vous faire une petite présentation d'une dizaine de minutes sur l'introduction à l'approche système en agronomie. Ah, où est-ce que je passe les diapos? Tu as sur ton clavier? Oui, mais ça ne marche pas. Alors, ça marchait tout à l'heure. Oui. Sinon, enlève et refait le partage d'écran. Ah, voilà. Oui, ça y est. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais partir d'un exemple simple qui va me servir de support pour comme exemple au cours de l'exposé. C'est le cas des associations de culture incluant des légumineuses à graines étudiées chez des agriculteurs. On a trouvé chez 15 agriculteurs environ 38 associations différentes qui sont représentées ici. Je ne les détaille pas. Ce qui m'importe, c'est la diapo suivante. La diapo suivante qui regroupe en fait ces associations en 4 logiques agronomiques. Et donc, ça va permettre de comprendre ce qu'on appelle cette logique agronomique, qui est un concept clé de mon exposé. Ces logiques agronomiques sont liées à des différences de débouchés à la récolte, à des différences de critères de performance privilégiés par les producteurs, c'est-à-dire les critères de performance, c'est les critères sur lesquels les agriculteurs jugent que leur mode de production les satisfait. Et donc, vous avez des différences de critères de performance, par exemple, des agriculteurs qui ne souhaitent pas d'intervention entre semis et récolte, d'autres qui souhaitent se servir de l'association pour réduire la pression des adventices dans la rotation de cultures d'hiver, et donc qui choisissent des semis de printemps, ou d'autres qui choisissent de produire du blé riche en protéines, c'est ça leur critère de performance. En face, vous avez un certain nombre d'espèces emblématiques, des périodes de semis, des nombres de désherbants, l'existence d'un tri des espèces avant utilisation, ou une quantité de travail qui caractérise en fait ces différents types de logiques agronomiques. J'en détaille simplement deux. En haut, pour déboucher pour la vente, pas d'intervention entre semis et récolte. C'est des espèces qui sont très compétitives, qui sont associées, avec un semis très décalé par rapport au semis habituel. Et les agriculteurs ne font pas de désherbage, mais ils trient les espèces avant, parce que ça leur permet de ne pas intervenir entre semis et récolte, mais ils trient les espèces avant utilisation pour la vente. À l'opposé,
En bas, objectif production de blé riche en protéines pour la vente. Plutôt que d'apporter de l'engrais azoté à la floraison, les agriculteurs ont choisi de faire des associations, du blé avec du pois d'hiver, de la févrole, une période de semis qui est calculée en fonction du blé et des variétés adaptées. Mais là, il faut accepter beaucoup plus de désherbants parce qu'on est sur des espèces moins compétitives. Là encore, le tri. Entre, vous avez des situations pour l'alimentation des animaux de la ferme dans lesquelles il n'y a pas de tri et avec des dates de semis et des cultures adaptées aux critères de performance privilégiés. Alors, l'approche système, en quoi ça consiste? En nous inspirant de cet exemple, on va essayer de voir ça. Je reprends là où Hélène a commencé. Avant, c'est-à-dire avant qu'on développe les approches système, l'efficacité des intrants nous a amené collectivement, nous agronomes, à privilégier un raisonnement simple basé sur le lien direct entre pratique et production. Par exemple, une pratique innovante, on va estimer son intérêt par le gain de rendement, et un problème, on va le résoudre par un intrant adapté, souvent d'ailleurs des pesticides. Donc, ce lien direct entre pratique et production, il a un certain nombre de limites. Il a des avantages, c'est la simplicité, mais il a un certain nombre de limites, puisqu'il néglige la variabilité du milieu et des exploitations, qui est ce qui a d'abord été pris en compte dans les approches système, on le verra. Il ne prend pas en compte les interactions entre techniques, ce qui est parfois très gênant. Il dicte aussi les critères d'évaluation des pratiques en se centrant sur la production. Donc, cette approche a été d'abord un peu a été enrichie par l'introduction d'un ensemble de variables intermédiaires entre pratique et production, et par l'enrichissement de la production par l'ensemble des performances. Donc l'agroécosystème est au centre de cette nouvelle vision, et le rejet marqué par la Croix-Rouge du lien direct entre pratique et production a été l'un des fondements de l'agronomie système, puisque l'approche de l'agroécosystème, c'est déjà une manière de voir les choses qui rend la relation directe. Excusez-moi, je cherche. Oula, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Voilà. C'est OK. C'est bon, voilà. Donc l'agroécosystème, il est constitué de sous-systèmes emboîtés, le champ, le territoire, l'exploitation, le paysage. On peut, quand on parle d'agroécosystème, désigner seulement le champ ou désigner ces empilements. On est souvent amené à s'intéresser à ces emboîtements parce que on passe dans l'approche système assez facilement d'un sous-système à un autre, englobant ou au contraire à l'intérieur du premier. En fait, le fonctionnement de l'agroécosystème est une source d'interaction, entre les pratiques. Une pratique va influer sur plusieurs fonctions et donc sur plusieurs critères de performance derrière. Inversement, une fonction ou un critère de performance vont être influencés par plusieurs pratiques. En fait, c'est pour ça qu'on dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que les pratiques sont système. On en verra une autre raison dans la diapo suivante. Alors, exemple sur les associations, au lieu d'augmenter la fertilisation azotée pour augmenter la teneur en protéines, on associe le blé à une légumineuse. C'est basé sur un certain nombre d'éléments de fonctionnement de l'agroécosystème. Ça va amener à changer aussi la fertilisation antérieure. Bref, il y a un certain nombre d'interactions assez complexes qui commencent à être mobilisées. On n'est plus dans le intrant rendement. Alors, l'autre raison pour laquelle on va parler d'approche système, c'est parce que vous avez un certain nombre d'autres éléments qui vont conditionner les choix des pratiques. Les pratiques dépendent de décisions de l'agriculteur et on ne peut pas évaluer, améliorer ou reconcevoir des pratiques sans en comprendre la logique en lien avec les décisions de l'agriculteur, en lien avec les ressources de l'exploitation du territoire, en lien avec les critères de performance. Alors, ça va se traduire par une complexification de l'ensemble des relations à prendre en compte, qui est représenté sur ce schéma. Je ne vais pas commenter toutes les flèches. L'important, c'est déjà à ce stade de savoir qu'elles existent, qui mettent les pratiques et l'agroécosystème et les performances en relation avec les ressources de l'exploitation et du territoire, c'est-à-dire le travail, la diversité des sols, la biodiversité, la diversité des savoirs, mais aussi le matériel disponible, comme pour l'association, le fait d'avoir un trieur ou pas à la ferme va changer la stratégie entre les différentes lignes. Et puis les critères de performance de l'agriculteur
qui sont, comme je l'ai dit, les critères sur lesquels l'agriculteur juge qu'il est content ou pas de ses pratiques. C'est le fait de produire des concentrés pour les animaux, des concentrés de qualité en quantité suffisante. C'est l'obtention d'une teneur en protéines du blé correspondant au marché. C'est le fait de ne pas avoir de passage entre semis et récolte, ou c'est les critères qu'un agriculteur applique pour considérer que son champ est propre et qui sont évidemment pas les mêmes pour tous les producteurs. À ça se rajoutent, et je vais arrêter là dans le rajout des flèches, de nombreux flux d'informations qui sont figurés ici en rouge, que gère l'agriculteur pour décider. Il observe l'agroécosystème, il observe un certain nombre de variables de l'agroécosystème, il recueille des informations sur les performances obtenues, il s'informe sur les ressources disponibles, il tient compte des pratiques antérieures. Et donc voilà, l'ensemble du schéma est complet. En fait, les pratiques sont au cœur d'un réseau de déterminants. Et l'approche système consiste à tenir compte de l'ensemble de ces déterminants. Évidemment, certaines flèches vont être très importantes dans certains cas et d'autres moins, mais c'est tenir compte de l'ensemble de ces déterminants pour évaluer, pour modifier ou pour reconcevoir des pratiques. Alors derrière cette vision de la relation entre les pratiques et le rendement, une vision qui est un peu plus compliquée mais qui est extrêmement riche par tout ce qu'elle offre, vous avez, on le verra dans la diapo suivante, vous avez un certain nombre de concepts clés. Alors, je ne vais pas développer tous les concepts de l'agronomie, juste attirer votre attention sur une série de concepts qui désignent des ensembles cohérents de modalités techniques mises en œuvre dans un agroécosystème pour le piloter, en tirer une production et puis un certain nombre d'autres services écosystémiques. C'est l'itinéraire technique au niveau d'un cycle de production dans une parcelle. C'est le système de culture, c'est la même chose que l'itinéraire technique, simplement au niveau pluriannuel sur une parcelle. C'est le fonctionnement d'exploitation, certains disent système de production, au niveau de l'exploitation agricole. C'est les mosaïques de systèmes de culture et d'infrastructures écologiques au niveau du paysage. Tout ça, on peut le regrouper sous l'expression générale de système technique, et ça correspond en fait à un regard d'agronome sur les pratiques agricoles. En employant ces concepts, on affirme qu'il est essentiel de s'intéresser à cette logique systémique qui existe entre les actes techniques mis en œuvre successivement dans un agroécosystème. C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'expression combinaison logique et ordonnée de la définition canonique de l'itinéraire technique. Expliciter cette logique systémique, c'est hiérarchiser ces différentes flèches, c'est savoir si elles sont importantes à un endroit ou à un autre. Donc pour un système technique donné, c'est expliciter les relations entre les 6 pôles de cette figure, dont certains vont être plus déterminants que d'autres, selon les cas. Alors derrière ces concepts, derrière ce schéma, il y a un certain nombre de démarches. Je ne vais pas détailler les démarches, je ne fais que les citer, mais toutes ces démarches mobilisent en fait le schéma, implicitement souvent, le schéma qui était sur la diapo précédente. D'abord des démarches d'analyse et d'évaluation des systèmes techniques. Citons l'analyse multicritère, qui s'appuie sur des batteries d'indicateurs de durabilité, mais aussi sur les critères de performance des producteurs, dont on a vu l'importance tout à l'heure. Le diagnostic agronomique, qui vise à comprendre les déterminants des performances pour savoir ce qu'il sera important d'améliorer au niveau de la parcelle, de l'exploitation, de la région, le diagnostic agronomique régional. L'analyse des pratiques et du fonctionnement des exploitations, qui vise à identifier les raisons de choix des pratiques et les marges de manœuvre pour les changer, qui est complémentaire du diagnostic agronomique. Et puis, plus récemment, on a développé la traque aux pratiques innovantes, qui consiste à repérer, évaluer et caractériser des pratiques ou des combinaisons de pratiques inventées par des agriculteurs et préciser leurs conditions de réussite pour pouvoir s'en servir pour aider d'autres agriculteurs à changer. En fait, dans ces cas-là, l'approche système permet d'éviter des simplifications abusives, elle permet d'éviter des confusions d'effets, elle permet d'éviter des extrapolations indues, puisque les éléments qui vont conditionner cette extrapolation sont compris dans le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Enfin, elle favorise la coordination entre échelles. Autre grande famille de démarches, c'est les démarches d'amélioration des pratiques et de conception de systèmes techniques, avec là encore 4 lignes sans prétention d'exhaustivité. Vous avez d'abord tout ce qui concerne la conduite de la transition agroécologique au niveau de l'exploitation, basée sur des démarches de conception pas à pas, basée sur une conception accompagnée par des groupes d'agriculteurs, d'autres agriculteurs, ou accompagnée par des conseillers, et basée sur des boucles d'apprentissage. Vous avez le prototypage en atelier de conception, qui consiste à concevoir collectivement en mobilisant à la fois des savoirs scientifiques et des savoirs experts.
fonction d'un certain objectif. Vous avez l'expérimentation système, qui consiste à mettre en expérimentation des systèmes techniques et à tester leur capacité à satisfaire des critères de performance divers. Vous avez aussi la scénarisation territoriale, qui est basée sur la construction participative de scénarios d'évolution des systèmes techniques d'un territoire et suivie d'une évaluation multicritère et d'une mise en débat. Ici, l'approche système permet d'innover. Elle permet de préparer l'insertion d'une nouveauté dans un système existant à différentes échelles, de gérer la dynamique des transitions. Elle favorise aussi la recherche de compromis entre critères de performance, qu'il s'agisse des critères de performance d'intérêt général ou de ceux qui intéressent particulièrement l'agriculteur. Dernière diapo pour introduire la relation avec les exposés suivants. En résumé, le développement des approches système, il va impliquer un certain nombre de changements dans la manière de travailler, une évolution de la manière de raisonner pour les agriculteurs. Ne plus compter sur le produit miracle qui résout tout, mais combiner des techniques à effet partiel et qui vont interagir les unes avec les autres. Anticiper plutôt que réagir et surtout, ça englobe l'ensemble, développer un apprentissage du raisonnement systémique, ce qui n'est pas toujours évident. Une évolution du conseil, en passant d'un conseil descendant basé sur l'usage des intrants à l'accompagnement de l'évolution et de la reconstruction d'un système technique. Une évolution des dispositifs de production de connaissances et de l'organisation de la R&D, avec une place croissante des savoirs des producteurs. On l'a vu par exemple très rapidement dans la traque aux innovations, dans les ateliers de conception, dans la conception pas à pas, ou dans l'importance donnée aux critères de performance des producteurs. Également, la construction de la nécessité de construire des références sur les systèmes techniques et plus seulement sur les techniques individuelles. Enfin, une évolution des dispositifs de formation. Et donc, je cède la parole à Stéphane pour la suite de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc pour cet exposé introductif. Et effectivement, on va laisser la parole donc à Stéphane pour nous exposer son point de vue. Stéphane, à toi. Bonjour à tous. Donc, je mets mon diaporama. Donc, je vais effectivement vous montrer un exemple de mise en œuvre de l'approche système de culture au travers de l'action CIPRE. C'est bon pour vous? Oui, c'est très bon. C'est très bon. D'accord. Je mets juste le pointeur. OK. Alors, quelques mots sur l'action CIPRE. Donc, c'est une action interinstitut menée avec Arvalis, l'ITB et Terrinovia, donc trois instituts de grande culture. La finalité, c'est la transition agroécologique des exploitations de la ferme France. Pour faire cela, on a trois volets de travail. Un observatoire des systèmes actuels, des plateformes d'expérimentation de systèmes de culture innovants, un suivi de réseaux d'agriculteurs qui sont en transition agroécologique dans leur exploitation. Donc, on décline ces trois volets dans 5 territoires que je vais vous présenter juste après. Et enfin, dans CIPRE, on poursuit en fait des objectifs de triple performance, la productivité, la rentabilité et l'excellence environnementale. Donc, au travers de cette action CIPRE, on se pose la question de quel système pour répondre aux enjeux globaux et locaux. Donc, on a défini des enjeux globaux, la rentabilité, la baisse de l'usage des intrants, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation, l'amélioration de l'efficience énergétique, la productivité, le stockage de matières organiques. Donc ça, ce sont des enjeux globaux définis pour l'ensemble des 5 situations. Et puis, ensuite, pour chacune des situations, en fait, on a constitué des comités régionaux impliquant des experts locaux, des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, pour d'abord définir en fait les enjeux locaux spécifiques. Donc, par exemple, on retrouve nos 5 situations de production. Par exemple, dans les limons profonds de Picardie, un enjeu de réduction des tassements et de l'abattance des sols dans des systèmes avec culture industrielle, pommes de terre, betteraves, légumes d'industrie. En terre de craie de Champagne, c'est d'augmenter l'azote disponible pour les plantes dans des systèmes avec betteraves notamment. Dans les coteaux argilo-calcaires du Lauragais, c'est de réduire les problématiques d'érosion dans des rotations assez courtes, habituellement de tournesol blé dur. Dans les terres humifères du Béarn, c'est de trouver des alternatives aux monocultures de maïs en climat humide. Et puis, dans les sols argilo-calcaires superficiels du Berry, c'est d'améliorer la robustesse des cultures et d'améliorer la maîtrise des adventices dans des rotations simplifiées colza-blé-orge qui aboutissent à des problèmes techniques.
Et donc, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que un point commun quand on parle d'enjeux locaux, c'est la fertilité du sol. Et ça, c'est une clé d'entrée très importante pour l'évolution des systèmes chez les agriculteurs. Alors, je vais rentrer maintenant dans un exemple de système de culture qu'on a co-conçu donc là, dans la situation du Berry. Donc, on part sur un système témoin colza-blé-orge et puis avec le groupe régional, avec les partenaires régionaux, on a imaginé un système de culture et je vais vous présenter rapidement les stratégies en fait, qui nous permettent a priori de répondre aux enjeux locaux et globaux. Et bien d'abord, c'est une diversification, un allongement de la rotation, insertion de lentilles, blé dur avant colza. Donc, cette succession lentilles, blé dur, colza doit aussi permettre d'apporter de l'azote disponible au colza pour favoriser sa croissance et donc sa robustesse vis-à-vis des dégâts d'insectes notamment. Ensuite, on continue sur une phase de rupture pour la région, une séquence maïs-tournesol pour le coup faire une rupture au niveau des cycles des adventices. Donc, on sait que le maïs, il est vraiment dans sa limite d'adaptation dans les sols superficiels comme ça, mais le pari qu'on a fait, c'est notamment des agriculteurs qui ont poussé pour qu'on le teste, le pari qui est fait, c'est de se dire que le bénéfice agronomique du maïs dans la rotation pourrait contrebalancer son manque de rentabilité intrinsèque en tant que culture de la rotation. Donc voilà, puis d'autres stratégies, donc forcément introduction de légumineuses, que ce soit en culture principale ou en couvert d'interculture, réduction du travail du sol, optimisation des couverts d'interculture, intégrant des légumineuses pour ramener de la matière organique, pour ramener de l'azote dans le sol. Quelques éléments de résultats. Et là, sur un exemple, et donc là, j'ai pris l'exemple en fait de l'intérêt qu'on constate sur la maîtrise des adventices, notamment de cette fameuse succession maïs, tournesol, blé tendre. Et donc, je vous ai montré ici les résultats de performance du blé du système innovant, donc qui arrive derrière maïs et tournesol dans le système innovant ici, comparé au blé qui est dans le système témoin qui arrive derrière colza. Qu'est-ce qu'on voit en 2018? C'est que dans le système innovant, dans le blé du système innovant, on réduit très fortement l'IFT herbicide. Pour autant, on améliore la maîtrise des adventices, la note de maîtrise des adventices qui, à 10, est la note de satisfaction maximale. Donc là, on améliore en plus la propreté de la parcelle, on maintient les rendements et donc on améliore nettement la marge, plus 35%. La tendance est exactement la même en 2019. Donc là, dans cette succession maïs, tournesol, blé, on arrive avec le blé qui suit à mettre moins d'herbicides, d'avoir une parcelle plus propre et donc d'avoir une meilleure marge au niveau du blé. Par contre, on voit des limites sur cette plateforme de la diversification et on les a vues notamment ces limites en 2020. J'ai repris ici en fait tous les rendements des cultures de printemps, donc des cultures de diversification de la rotation de base colza, blé, orge. Et donc, on se retrouve avec des rendements faibles de lentilles, 5 quintaux, de blé dur implanté au printemps, 13 quintaux, parce qu'on n'a pas pu le semer en fin d'hiver, en cours d'hiver comme habituellement. Maïs 18 quintaux, tournesol 16 quintaux, pois de printemps, pareil, qui devait être un pois d'hiver, mais qu'on n'a pas pu semer, qu'on a semé au printemps, 7 quintaux. On a tenté des dérobés, du millet en dérobé qui n'a jamais levé. Et donc ça nous fait dire qu'on a besoin en fait de trouver, de progresser, de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle les cultures socles, bien adaptées à la région, et les cultures de diversification. Et puis quelques grands enseignements là pour terminer sur cette partie-là. Donc, par contre, sur au niveau des 5 sites, avec des points positifs, des points améliorés. On va se concentrer là sur les points en gras. Dans les points positifs, globalement, on voit quand même qu'avec les systèmes innovants, on arrive à réduire assez fortement l'ensemble des intrants dans le Berry, en Picardie, dans le Béarn, réduire uniquement l'azote, dans les apports d'azote minéral en Champagne et dans le Lauragais. Et par contre, le pendant, c'est qu'au niveau on a une baisse de rentabilité dans le système innovant par rapport au système témoin dans 4 situations sur 5. Donc voilà, des points qui nécessitent d'améliorer encore nos systèmes, d'améliorer nos systèmes. Et puis un cas particulier, par exemple le Lauragais, dans lequel finalement le système innovant il augmente la consommation de pesticides, tout simplement parce qu'on passe d'une rotation blé dur tournesol avec des cultures assez peu consommatrices à une rotation plus diversifiée, mais en intégrant des cultures qui sont plus consommatrices de pesticides.
Autre enseignement, par exemple, la bien meilleure maîtrise de l'érosion dans le Lauragais, qui est un objectif fort, grâce à une réduction du travail du sol, grâce à une optimisation des couverts, mais réussite qui est mise à mal par un nouvel objectif que l'on a introduit récemment, qui est d'essayer de se passer de glyphosate. Et donc, pour ce faire, on a notamment réintroduit du travail du sol aux dépens de l'érosion des sols. Et donc, il reste à trouver, à réussir à concilier maîtrise de l'érosion et maîtrise des adventices sans glyphosate dans le Lauragais. Le dernier point sur les enseignements, c'est qu'on a aussi des stratégies de conduite des cultures qui ont été, qui montrent leurs effets très intéressants. Par exemple, au niveau du colza, dans 3 sites, on a une stratégie colza qui donne d'excellents résultats et qui passe notamment par un précédent adapté, un précédent qui laisse de l'azote et qui permet d'avoir une bonne croissance, une bonne robustesse du colza. Donc, c'est par exemple, je vous en ai parlé, la succession lentilles, blé dur, colza dans le Berry. En Picardie, c'est la succession pois de conserve colza qui a permis même d'être en zéro insecticide. Là, ça fait 3 ans qu'on n'apporte plus d'insecticides et qu'on réussit le colza dans ces sites-là. Un point, par exemple, à améliorer, c'est qu'on a testé dans le Berry une association pois-blé qui était positionnée entre 2 blés. En fait, on a dû l'arrêter pour des problèmes de manque de maîtrise du vulpin et du piétin échaudage sur le blé suivant. Donc voilà pour quelques enseignements tirés de ces plateformes. Et puis aussi, je vous ai dit, dans CIPRE, on a aussi un volet réseau d'agriculteurs pour justement voir et accompagner des agriculteurs en situation concrète dans leur exploitation. Donc là, j'ai repris l'exemple du Berry. C'est un réseau qui a été créé en 2005 à la demande des agriculteurs qui faisait face à des problèmes de baisse de rendement, d'augmentation des charges, de mauvaise maîtrise des adventices et des ravageurs, avec le colza qui était un peu la culture révélatrice de tous ces problèmes. Et donc le système dominant au départ des agriculteurs, c'était le système un peu classique, un colza blé-orge en non-labour. Et donc après une phase de diagnostic, les agriculteurs se sont fixés comme objectif d'améliorer la robustesse des cultures pour les rendre en fait moins sensibles aux dégâts de bioagresseurs. Et ils ont fait un pari, c'est de se dire que s'ils amélioraient la fertilité de leur sol, ils amélioreraient la robustesse des cultures et retrouveraient des performances intéressantes au niveau de leur système. Donc, a démarré donc une vraie démarche d'accompagnement pilotée par mon collègue Gilles Sauzet, qui a consisté à les aider, les agriculteurs, à imaginer des solutions, à les tester, à évaluer, à s'améliorer en continu. Voilà. Ils ont aussi développé des outils pour les aider dans cette démarche-là, parce que c'est des démarches dans lesquelles les outils font encore défaut. Et puis aussi, les agriculteurs se sont fortement impliqués dans l'expérimentation système que je vous ai montré tout à l'heure. À la fois, ils ont apporté leur expertise, par exemple dans la succession lentilles, blé dur, colza. Ça, c'est une succession pratiquée par un agriculteur et qui l'a proposée. Et puis, en même temps, ce qu'ils voient sur la plateforme, ça leur donne des informations, des connaissances utiles pour améliorer leur système de culture. Et donc, on est arrivé en 2017, on a fait un point d'évolution. Et donc, chez pas mal d'agriculteurs, on retrouvait cette rotation un peu diversifiée en 6 ans, avec l'insertion d'une lentille, donc culture de printemps, une légumineuse qui rapporte de l'azote dans le système, donc lentilles, blé dur, colza, donc colza associé évidemment à des légumineuses. C'est le réseau qui a mis au point cette innovation du colza associé, découvert d'interculture, même en interculture courte. Et donc, les agriculteurs qui sont globalement très satisfaits de l'amélioration des performances de leur système grâce à cette démarche. J'en arrive à la conclusion, qui est de dire, l'agroécologie et l'approche système, c'est des voies privilégiées pour répondre aux multiples enjeux à la fois globaux et locaux. Atteindre la multiperformance, et la multiperformance, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux agriculteurs, eh bien, ça reste un défi. Donc, il reste du travail pour mettre au point ces systèmes multiperformants, que pour autant, on n'a pas de solution clé en main, même systémique, c'est-à-dire un système diversifié. Ce n'est pas forcément un système plus robuste, ce n'est pas forcément un système qui permet de réduire les IFT, et donc qu'il est d'une importance capitale de déployer de l'accompagnement en réseau, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs, donc de les accompagner, de les outiller pour qu'ils arrivent à trouver les solutions qui sont adaptées à leur spécificité.
Et cette importance de l'accompagnement, c'est aussi pour réaliser donc, la transition agroécologique à l'échelle de la ferme France. Et dit autrement, en fait, il ne suffit pas de produire et de diffuser des connaissances. L'accompagnement est vraiment indispensable. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Stéphane. Alors, le chat a commencé à exploser, enfin Q&R. Donc, je t'invite, si tu peux regarder, parce qu'il y a des questions quand même très, très ciblées sur ta présentation, donc je ne vais pas forcément relayer ensuite. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole donc, à Joséphine Peigné pour nous donner le point de vue enseignement sur ce sujet. Joséphine, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais vous parler de comment on peut enseigner l'approche système pour la transition agroécologique, donc à travers quelques exemples. Donc, je viens de l'ISARA, qui est une école d'ingénieurs. Donc, je me situe au niveau ingénieur par rapport à l'enseignement. Alors, déjà, l'approche système, comme l'a rappelé Jean-Marc, c'est quelque chose qui est ancien dans l'agronomie à la française, donc avec différentes définitions là, de l'agronomie. Et puis, on voit arriver dès les années 70-80 l'approche donc système de culture, système de production, système agraire. Il y a tout, et donc, derrière ça, dans l'enseignement, on a toujours mobilisé l'approche système. Ce n'est pas nouveau avec la transition agroécologique. Donc, on a souvent apporté, enfin, on apporte aux étudiants des notions sur l'approche, par exemple, au niveau du fonctionnement de l'exploitation agricole, donc avec des éléments sur comment comprendre les objectifs globaux d'un agriculteur, comment il va le transcrire en production, quelle répartition et quelles ressources derrière il va mettre et quelles décisions il va prendre. Donc ça, c'est la notion de système de production, quelque chose qui est enseigné couramment dans les écoles. Et puis aussi, une notion qui est souvent très utilisée, c'est la notion de système de culture. Donc là, on est sur des objectifs partiels. Et donc, l'agriculteur va utiliser des ressources et pour les mettre à disposition pour ces différentes productions qui vont répondre à ces objectifs partiels. Et puis, l'analyse de ça va engendrer des décisions de gestion technique. Et tout ça, on va l'analyser à travers la notion de système de culture. Donc ça, c'est des choses qui sont traditionnellement enseignées dans les écoles d'agronomie. La transition agroécologique, en fait, a conduit à modifier, on va dire, l'enseignement, à ajouter, avec l'idée que pendant longtemps, quand on parlait d'approche système de culture, système de production et des décisions des agriculteurs, c'était très lié aux performances agronomiques de l'agriculteur. Et en fait, avec la transition agroécologique, on essaye d'enseigner aux étudiants qu'il y a de nouveaux objectifs, comme a montré Stéphane, assignés au système, dont il va falloir tenir compte, on va en parler. De nouvelles méthodes aussi pour concevoir des systèmes et les évaluer. Et puis, on va aussi avoir besoin de postures et d'outils d'accompagnement, d'enseigner ça aux étudiants pour pouvoir accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique grâce à l'approche système. Donc, par exemple, là, c'est le descriptif d'un module d'enseignement. On va retrouver tout ce que je viens de vous dire. Et donc, ce module d'enseignement s'appelle bien accompagner la transition agroécologique, puisqu'on est essayer de donner des connaissances, des outils, des clés de compréhension aux étudiants, puisque derrière, il faudra qu'ils accompagnent la transition agroécologique. Alors, dans les nouveaux objectifs, on a toujours les notions de performance, Stéphane en parlait, la rentabilité, les rendements, les adventices. Mais en fait, on se rend compte que aussi, de plus en plus, maintenant, on va assigner des objectifs qui vont intégrer en fait la complexité du système et avec plus d'objectifs environnementaux et sociaux que ce qu'on pouvait mettre avant. Et quand on va rajouter des objectifs, en fait, ça va nécessiter de plus en plus d'avoir des connaissances et pour les étudiants de valoriser leurs connaissances sur des processus plus complexes qui tiennent compte des interactions dans les systèmes. Et par exemple, quand on s'intéresse à l'environnement, donc par exemple, je vais prendre là, c'est un exemple de travaux d'étudiants qui travaillaient sur un système de culture innovant en transition agroécologique. Donc, ils sont basés sur une ferme connue ou qui est basée sur la diversification. Donc, ils appellent ça méli-mélo de végétaux et ses poules pondeuses. Donc,
modification au niveau des plantes, des animaux. Il y a aussi cette notion de réintroduction de l'animal. On travaille aussi sur ça avec les étudiants. Et on voit que voilà, ils décrivent leur système et qu'ils mettent les enjeux, les objectifs de leur système. On voit c'est augmentation de la biodiversité, amélioration de la fertilité et limitation des intrants. Donc on voit qu'il y a des objectifs qui apparaissent en premier, avec toujours des performances et de rentabilité, et qui vont derrière nécessiter des connaissances, et donc pour les étudiants, de se baser sur les connaissances acquises qui vont sur par exemple des valorisations de processus écologiques et biologiques si on s'intéresse à la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est aussi ce lien entre les différentes disciplines à travers l'approche système et pouvoir mobiliser, par exemple, des connaissances en écologie, en agronomie, via l'approche système pour aider les systèmes à aller vers plus d'environnement et plus, on pourrait dire, de naturalité. Alors aussi, on va enseigner de nouvelles méthodes pour pouvoir concevoir, comprendre, chercher et concevoir des systèmes agroécologiques innovants. Donc, c'est pareil, Jean-Marc en a parlé dans l'approche système, des différents types de méthodes. Donc là, on va mobiliser ces méthodes dans l'enseignement. Donc, des méthodes de co-conception avec potentiellement des fois des agriculteurs, si possible, ou en tout cas des professionnels. Donc, on va expliquer comment aussi utiliser les connaissances, les acquis des agriculteurs pour pouvoir co-concevoir des systèmes dans la transition agroécologique. On va aussi des fois mobiliser l'approche système au travers d'expérimentations systémiques, donc mobiliser les travaux issus de ces expérimentations systémiques dans les enseignements, ou même emmener les étudiants sur ces approches système, donc à travers des essais qui sont peut-être moins classiques, moins analytiques, mais des essais systèmes. Et puis, on essaye de sensibiliser les étudiants à des approches qui sont en train d'émerger. Par exemple, on parle des jeux sérieux. Donc là, ça, c'est un mail envoyé par un intervenant à nos étudiants pour les préparer à une séquence d'enseignement. On va mobiliser des jeux sérieux. Et là, par exemple, c'est pour un jeu sérieux qui a été mis en place donc, par un doctorant, là, Yann Boulestro, sur la co-conception de systèmes innovants, et en plus, qui tient tout compte aussi des débouchés et du système alimentaire derrière. Donc, c'est aussi faire le lien aux étudiants, cette notion d'échelle. Il y a un système de culture, système de production, de système alimentaire, différentes échelles, et donc comment on peut concevoir des systèmes qui vont répondre à différents enjeux, à différentes échelles. On voit aussi l'approche système et la transition agroécologique. Donc, on va utiliser des méthodes d'évaluation une fois qu'on leur explique comment on peut concevoir des systèmes, comment on évalue les performances de ces systèmes, quelles qu'elles soient. Donc là, on va utiliser des approches avec des indicateurs, donc traditionnels, mais aussi des indicateurs environnementaux, sociaux, des indicateurs qui étaient peut-être aussi, qui sont plus durs, peut-être même à définir, à comprendre, la résilience, puisqu'on est sur des notions de transition agroécologique. Donc, comment on peut définir un indicateur de résilience, comment on peut l'intégrer dans des approches, type multicritères, donc Jean-Marc en a parlé. Et puis aussi, on va aussi mobiliser de la modélisation, ce qu'on a toujours mobilisé en enseignement, mais en essayant de leur montrer qu'il y a des modèles qui sont actuellement créés par la recherche, qui sont à l'échelle des systèmes, dynamiques, et qui peuvent être utilisés dans l'évaluation et la conception, et qui pourront être utilisés par eux plus tard dans leur profession. Alors là, c'est un exemple d'un TD, voilà, la mission de l'étudiant, vous devez créer votre outil multicritère, vous avez la charge de proposer un outil d'évaluation multicritère de système de culture en agriculture biologique, utilisable par un conseiller technique, voilà, et donc on va demander aux étudiants de bâtir cet outil multicritère tenant compte justement d'enjeux différents avec des indicateurs peut-être qu'ils avaient moins l'habitude d'utiliser, plus environnementaux et sociaux. Là, c'est un exemple d'un modèle qui s'appelle Système, dynamique sur l'évaluation de l'azote dans le système, les pertes, etc. Et qui est aussi quelque chose qu'on utilise dans des TD pour comprendre si on bâtit des systèmes à haute performance azotée pour minimiser les pertes, maximiser l'utilisation d'azote de l'air, par exemple via les légumineuses, on peut utiliser des outils comme ça d'évaluation pour voir la performance de ce système dans cette notion de transition agroécologique avec cette dimension, par exemple, environnementale là, pour l'azote.
Et alors, la dernière partie, une fois qu'on donne des bases de conception, d'évaluation, de compréhension, on a aussi tout un pan sur cette notion d'approche système et puis de transition agroécologique qui est comment enseigner l'accompagnement des agriculteurs dans cette transition agroécologique. Alors, ça, c'est qu'en fait, il y a aussi cette idée que, en fait, l'idée, c'est qu'il y a de nouveaux emplois. Alors, j'ai mis entre guillemets, hein, ça reste des emplois de conseillers, mais qui vont de plus en plus vers l'animation de groupe. C'est ce que montrait un peu Stéphane Cadou juste avant, ou avec ces groupes d'agriculteurs. Donc, on va être de plus en plus sur des métiers d'accompagnement, d'animateurs de groupes d'agriculteurs pour assurer la transition agroécologique. Et donc, derrière, ça veut dire qu'il faut donner des bases à nos étudiants pour qu'ils apprennent à associer une expertise technique, puisqu'on a toujours besoin de technique. On a toujours cette idée que, par exemple, le blé dur ne pousse pas, qu'est-ce qu'il faut faire, à un processus d'animation, puisqu'on est sur du groupe avec ses multi-performances et plusieurs acteurs et des agriculteurs, etc. Donc, on va être l'association expertise technique et processus d'animation. Donc, on va essayer aussi de leur donner des pistes pour être capable de réflexivité sur sa posture d'agronome. Donc, la notion d'expertise, de conseil, de co-construction. Quelle est ma posture aujourd'hui, à un moment donné, avec un agriculteur, avec un agriculteur, pour qu'ils comprennent un petit peu aussi ces différentes postures qu'ils vont avoir et penser le rôle des sciences en société. On va aussi donner des pistes de compréhension pour faciliter un processus d'apprentissage collectif. Donc, on va aussi leur parler de le conseil individuel, l'apprentissage collectif à mobiliser dans cette transition agroécologique. Et puis, il y a tout ce qui est autour de la notion d'écoute active, ce qui n'est pas nouveau, hein, mais voilà, qu'on va mobiliser de plus en plus dans l'approche système en transition agroécologique. Et donc, apprendre aux étudiants à repérer les dimensions stratégiques du système et donc la dimension humaine via une écoute active. Alors là, ça passe aussi avec des collaborations entre agronomes et sociologues. Donc, on n'est pas en enseignement, quand on s'intéresse à l'approche système, on ne cloisonne plus. J'ai oublié de dire avant, hein, bien sûr, on va aussi travailler avec des écologues, avec des zootechniciens. Enfin, voilà, on a des enseignements multidisciplinaires. Et puis, ça va se baser aussi sur des travaux de recherche. Excusez-moi, ouais. Par exemple, là, les collègues qui gèrent ça à l'échelle de l'école, tout ce qui est apprendre à accompagner les agriculteurs, sont aussi chercheurs et, par exemple, étaient dans un projet qui s'appelle Cotrae, et un projet qui était justement sur ça, comment favoriser l'apprentissage collectif de groupe et l'animation de groupe en transition agroécologique. Donc, on va aussi mobiliser des acquis de la recherche pour pouvoir enseigner aux étudiants des postures et leur donner des outils. Donc, en bref, juste un point, c'est que ce n'est pas évident à enseigner, hein, l'approche système. Des fois, c'est dur à comprendre. Ça demande un enseignement pas à pas, hein, par petits blocs au fur et à mesure, avant de leur expliquer la grande complexité. Donc, d'un grand système, on reconstruit des sous-systèmes, etc. Ça demande beaucoup de mise en situation, couplée à des apports théoriques. Donc, ça veut dire qu'il faut aller voir les agriculteurs, il faut aller dans les champs, il faut discuter, il y a de l'enquête, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi l'enseignement des sciences fondamentales. Donc, il faut des apports théoriques, et plus on va vers de la complexité, comme en transition agroécologique, plus on a besoin de connaissances solides en sciences fondamentales et techniques pour pouvoir étudier ces systèmes en agroécologie. Par exemple, tout ce qui est processus écologique et biologique, les fonctionnements du sol, la plante, ça va demander énormément de connaissances à mobiliser. L'approche système, elle est aussi, des fois, on peut se poser des questions. Il y a des étudiants qui nous disent, mais finalement, quand on sort de l'école, on fait du conseil, une solution à un problème. Il y en a encore. Et donc, on se dit que de toute façon, c'est un plus dans le mode de raisonnement de tous nos étudiants. Parce que même si ils n'ont pas l'impression de le pratiquer, en fait, ils ont ça, en fait. Ils ont appris à fonctionner comme ça. Et de toute façon, il n'y a plus une solution à un problème, même si on pense que. Donc, ça, c'est toujours un plus dans leur mode de raisonnement. Et pour les enseignants, ça demande une mise à jour permanente des connaissances et des compétences, même si ça fait depuis les années 70 qu'on connaît les notions de système.
on est en pleine transition avec cette notion de transition agroécologique et donc ça demande une mise à niveau en permanence sur les postures, les savoirs, les connaissances à transmettre aux étudiants. Voilà, merci. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Donc, je vous propose, on voit l'heure qui tourne, de passer à la partie questions-réponses. Alors, je m'excuse par avance pour toutes les personnes pour lesquelles je ne pourrai pas relayer les réponses parce qu'il y a énormément de questions, donc ce qui est très intéressant. Donc, je vais essayer de regrouper au mieux des paquets de réponses. Alors, il y avait un premier peut-être sujet à aborder, c'est la question des sols. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet et un peu des regrets que finalement ce compartiment n'ait pas été mis en avant en tant que tel, et avec des questions aussi autour de comment vous définissez la fertilité des sols et les critères de fertilité. Donc voilà, est-ce que vous avez un peu des choses à nous dire par rapport à la place du sol et à l'évaluation de la fertilité des sols dans ces approches systèmes? Je ne sais pas, Jean-Marc. Ouais, apporter un premier élément. C'est excellente question. Le sol et la fertilité du sol, on en est convaincu et dès qu'on travaille avec des agriculteurs, on l'est encore plus, que c'est vraiment un pilier des systèmes agroécologiques. Donc oui, c'est extrêmement, extrêmement important. J'en ai pas parlé, côté Cypre, en fait, on a des suivis dans nos expérimentations, on a des suivis de la fertilité, donc sur les 3 composantes de la fertilité des sols, physique, chimique, biologique. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment, pour le coup, une grosse motivation des agriculteurs, une clé d'entrée, et on travaille pas mal avec eux. Donc, c'est beaucoup plus, c'est simplifié ce qu'on fait avec eux, mais souvent, on va avec une bêche et on fait des tests bêche avec eux. Et voilà, ça permet de discuter, ça permet de visualiser des choses et d'engager une discussion. Jean-Marc, tu voulais compléter? Oui, je voulais compléter. Le sol, je crois qu'on en a parlé tous les 3, mais simplement, on a focalisé beaucoup plus sur l'approche système, c'est-à-dire la mise en relation des objets, que sur des objets. On n'a pas parlé, dans le sol, il se passe énormément de choses. Dans les exploitations agricoles aussi, on n'a pas parlé beaucoup de l'objet exploitation agricole non plus. On n'a pas parlé beaucoup du changement climatique, on n'a pas parlé, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner quelques exemples de la manière dont l'approche système pouvait être mobilisée pour résoudre un certain nombre de problèmes. De mon côté, j'ai essayé de formaliser une méthode d'approche en disant, attention, voilà les points à prendre en compte. J'ai préféré insister sur le fait que les objectifs spécifiques d'un agriculteur, c'est-à-dire c'est les critères de performance qu'il vise lui-même, dont on parle presque jamais, ou en tout cas, on en parle en tout cas pas assez. J'ai préféré axer là-dessus plusieurs éléments de mon intervention, plutôt que parler de choses que vous connaissez. Je pense que vous avez tous ceux qui nous écoutent, énormément de savoir. Et si vous êtes venus ici, je fais le pari que c'est pour essayer de voir comment ces savoirs peuvent être connectés dans une approche système. Donc, ça ne pouvait pas être, dans 3 fois 10 minutes, de revenir sur tous les savoirs importants, et en particulier sur ce réseau. Merci pour ces précisions. Joséphine, tu as des choses à ajouter là-dessus? Moi, je travaille sur la fertilité des sols. Mais justement, comme dit Jean-Marc, ce n'était pas forcément le propos. J'ai une photo autour d'une fosse de sol. Donc, bien sûr, le sol et la fertilité des sols, qui est une partie des systèmes, on va enseigner, on va essayer de le mobiliser dans cette approche système et la transition agroécologique. Et quand je disais des fois que c'est dur à enseigner, dur à comprendre, typiquement, la fertilité des sols et baser un système sur la fertilité des sols, ce n'est pas si évident que ça. En termes de connaissances génériques à appliquer, à mobiliser, en fait, ça demande énormément de connaissances. Donc ça aussi, c'est un enjeu, par exemple, de l'enseignement aujourd'hui, cette approche-là. Mais voilà. Merci. Alors après, il y avait 2 questions. Alors une qui était plutôt été posée lors de la présentation de Jean-Marc et l'autre plutôt de Joséphine sur les interactions ou les liens ou les différences entre ces approches système et alors en premier lieu les analyses de cycle de vie et Joséphine plutôt par rapport aux démarches RSE.
en entreprise industrielle ou tertiaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les liens avec ces ACV et RSE? Oui, pour l'ACV, c'est très simple. Hein. L'ACV, c'est de l'évaluation multicritère. Je n'ai pas détaillé la totalité des méthodes d'évaluation multicritère qui existent. L'ACV est une très intéressante, qui a un certain nombre d'avantages, qui a aussi des inconvénients, puisqu'il y a des dimensions multicritères qui ne sont pas prises en compte, comme les aspects de biodiversité qui sont mal pris en compte et qui nécessitent que l'ACV soit complétée par d'autres critères. Mais voilà, moi je pense que j'ai parlé de l'ACV, mais simplement, je répète, en 10 minutes, on ne peut pas prononcer tous les mots-clés. Oui. Donc pour ce qui est ACV, RSE, etc., donc on l'enseigne, mais à une échelle, donc c'est une approche système, mais justement, c'est dans des enseignements qui sont plus génériques, où il y a et l'agroalimentaire et l'agriculture, etc. C'est comme des outils. On les enseigne, c'est des outils d'évaluation environnementale ou de qualité. Donc c'est dans des approches qualité-environnement, en fait, où on va autant prendre des exemples agricoles que d'agroalimentaire et on va l'utiliser comme des outils, ce que disait Jean-Marc, des outils d'évaluation. Hein. Il y a différentes approches. Et alors, la RSE, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais on va leur donner leur expliquer ça. Et c'est vrai que c'est un peu plus mobilisé quand même souvent dans l'agroalimentaire, mais voilà, on leur apporte ça aussi. Alors après, j'avais un gros paquet de questions donc, que je vais peut-être reposer avec mes mots autour de l'évaluation de ces systèmes. Alors derrière ça, il y avait des questions d'indicateurs, avec par exemple des questions autour des indicateurs économiques, des indicateurs aussi de biodiversité, des indicateurs sociaux, comment on évalue tout ça. Derrière aussi la question des références, alors c'est notamment posé à Stéphane, mais je pense qu'on peut généraliser la question, est-ce que vous comparez à des autres approches et également des questions d'échelle? Parce que c'est vrai qu'on finalement l'intitulé du webinaire c'était à l'échelle de l'exploitation. Donc on avait dit ça pour bien marquer le fait qu'on n'entrait pas sur l'aspect territoire, en tout cas dans ce premier webinaire. Mais effectivement, on est resté soit à la rotation ou sur une seule culture. Donc voilà, la question un peu aussi des échelles à laquelle on peut évaluer ces systèmes. Alors là, je ne sais pas qui veut commencer parce que c'est un paquet de questions qui concernent les 3 personnes. Voilà, je vois Stéphane qui rigole, mais si tu veux peut-être le lancer. Et ben, pourquoi pas pour évaluer, en tout cas, nous, ce qu'on a, c'est de faire un choix, déjà, faire un choix dans les indicateurs qu'on privilégiait pour arriver à piloter le système sur des objectifs. Donc voilà, c'est un choix. La question de l'échelle est très importante. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur la prise en compte de la biodiversité, des choses comme ça. Clairement, quand on est dans un dispositif expérimental avec des parcelles de 1000-1500 mètres carrés qui sont emboîtées les unes dans les autres, voilà, ce n'est pas la bonne échelle pour traiter de la biodiversité, on va dire celle qui est assez mobile. Par contre, et je l'ai dit, on essaye de suivre ce qui se passe au niveau du sol. Et puis, l'échelle d'exploitation, bah, si, moi j'en ai parlé, mais de façon très, très brève. Dans les réseaux d'agriculteurs, ce qu'on travaille avec les agriculteurs, c'est à l'échelle d'exploitation. Et en fait, on a utilisé le même outil d'évaluation. Hein. On évalue une exploitation, enfin un système ou une exploitation agricole. Hein, finalement, les principes d'évaluation sont les mêmes en gros. Jean-Marc ? Oui, donc deux questions, une sur les indicateurs et une sur les échelles. Alors, sur les indicateurs, là encore, ça fait partie des choses implicites. Il y a 2 types d'indicateurs. Il y a ceux qui sont d'intérêt général. On va parler des émissions de gaz à effet de serre, on va parler de lessivage de nitrates, on va parler d'entretien de la fertilité du sol, qui traversent les intérêts particuliers et les générations. Et puis, il y a d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus liés à la manière dont l'agriculteur travaille, et j'ai insisté sur ces critères de satisfaction, critères de performance particuliers des agriculteurs. Après, donc, un agriculteur peut considérer que l'aspect économique est sa priorité absolue,
il peut aussi considérer que l'aspect économique, c'est avoir un minimum de revenus et après, par contre, il souhaite que son exploitation elle ait un certain nombre de vertus sur d'autres critères que le revenu, c'est-à-dire le travail, par exemple, ou le respect de l'environnement. Donc, il y a des hiérarchies qui vont être particulières selon les agriculteurs et des intérêts et une prise en compte de l'intérêt collectif qui se fait à travers des batteries d'indicateurs collectifs. Ouais, c'est un jeu entre le particulier et le collectif. Après, au niveau des échelles, ce qui caractérise l'analyse systémique, c'est qu'on est souvent dans des jeux de changement d'échelle. Il y a une échelle à laquelle se pose le problème, mais ce n'est pas forcément à cette échelle-là que le problème va pouvoir être résolu. Et ça fait partie de l'analyse systémique de savoir passer à un moment donné d'une échelle à un sous-système, parce que c'est au niveau de ce sous-système que se passent les choses importantes à régler, ou au contraire de passer au système englobant, parce que on ne peut aborder, par exemple, les questions de biodiversité d'auxiliaires, par exemple, qu'au niveau du paysage. Donc, bref, la question des échelles, moi, ma position, je travaille avec des agriculteurs et dans une optique souvent de résolution de problèmes ou de conception de nouveaux systèmes. Il ne faut pas partir en disant « je vais travailler à cette échelle », parce que souvent, on est obligé de travailler à une autre échelle aussi pour résoudre le problème. Je pense que c'est une des forces de l'approche systémique d'avoir cette souplesse pour se saisir d'un objet d'étude et passer de l'un à l'autre. Quand on va vers un sous-système, un petit morceau du système qu'on étudie au départ, et comme on a étudié le système dans lequel il est, on sait de quoi il dépend, on sait ce qu'il influence. Et donc, on ne fait pas l'étude de la même manière que si on avait subdivisé avant de comprendre. Merci Jean-Marc. Joséphine, tu veux nous en Non, si tu veux prendre d'autres questions, parce qu'ils ont bien répondu. Alors, je vois le temps qui passe, on peut essayer de gérer. Alors, il y avait J'ai le temps de 2 questions encore. Philippe, tu m'autorises? Oui, 2 questions. J'ai précisé qu'on ne pourrait pas répondre à toutes les questions, mais que tu pourrais ensuite distribuer les questions après le webinaire. Bon, je vais en faire une un peu dans la continuité qui vient de réapparaître, mais qui a été évoquée. C'est que là, effectivement, toujours sur un peu la continuité de l'évaluation, on parle de l'échelle spatiale, mais aussi quid de l'échelle temporelle de l'évaluation. Si vous voulez compléter peut-être les questions en prenant un peu cet aspect échelle temporelle de l'évaluation. Pour moi, c'est la même chose, pas de dogme. Le pluriannuel est essentiel et pendant trop longtemps, on n'a travaillé qu'au niveau annuel. Donc maintenant, il faut parler de pluriannuel, mais pourquoi à certains moments, on ne pourrait pas traiter certains problèmes au niveau annuel en ayant le pluriannuel comme horizon, c'est-à-dire être prêt à y passer s'il y a quelque chose qui le nécessite. Donc, je crois que c'est vraiment, là encore, une souplesse et c'est plus facile de travailler au niveau de l'itinéraire clinique et tant qu'on reste attentif à ce qui se passe avant et après, tant qu'on garde la capacité de passer sur du long terme si c'est nécessaire, je crois qu'il n'y a pas de dogme à avoir à dire il faut travailler constamment sur le système de culture et à long terme. Parce que de toute façon, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ignore même le paysage. Donc c'est pareil, la souplesse dans le temps, souplesse dans l'espace. Il faut choisir l'échelle la plus simple à laquelle on peut résoudre le problème. Parfois, on ne peut pas le résoudre aux échelles simples, ce qui amène à prendre le long terme et le paysage, mais c'est plus compliqué. Alors, je finirai par une dernière question, à moins que Joséphine et Stéphane aient absolument quelque chose à dire sur l'aspect temporel. Non, c'est la même idée, temporelle et spatiale. Je finirai bien par une question un peu plus large qui a été posée encore par plusieurs personnes concernant finalement les politiques. Est-ce qu'il faut aussi adapter les politiques agricoles et environnementales pour porter ces approches système et accélérer les transitions? Voilà. Est-ce que vous avez un peu des choses à nous dire ou des idées ou des préconisations par rapport à comment est-ce qu'on peut politiquement, institutionnellement accompagner toutes ces approches et nous aider à les mettre en œuvre comme vous les proposez? Je ne sais pas si quelqu'un a une vision sur cette question un peu plus globale. Moi, je peux répondre, mais si les collègues veulent le faire. C'est une très bonne question.
Parce qu'on voit, quand on regarde les politiques agricoles, elles ont tendance à encourager souvent des approches non systémiques, avec la palme aux obligations de moyens, qu'il s'agisse des MAE à obligations de moyens ou de politiques agricoles, comme par exemple des éléments de conditionnalité pour le versement des aides PAC. On regarde si l'agriculteur fait ça ou pas. Quand on voit la complexité qui vous a été expliquée par nous trois de la relation entre technique et impact environnemental, ou technique et production, on voit bien que c'est une simplification, et c'est une simplification qui est totalement contre-productive, parce que, par exemple, pour l'environnement, imposer des choses sur les pratiques, ça conduit les agriculteurs à dire l'environnement, j'en veux pas parce que c'est contraignant. Alors que on passerait à des obligations de résultat, par exemple. L'obligation de résultat, ça fait réfléchir, ça amène à identifier les voies qui peuvent convenir à chaque agriculteur, et une politique agricole basée sur l'obligation de résultat serait une politique agricole beaucoup plus constructive et beaucoup plus systémique qu'une obligation de moyens. Après, on pourrait développer ça à d'autres échelles, parce que l'approche système, on peut aussi l'appliquer au niveau des systèmes économiques et sociaux, et ça nous entraînerait un peu plus loin. Je pense qu'il faut que je conclue parce que merci. Merci. Philippe peut laisser Joséphine juste. Pardon, Joséphine, vas-y, un petit mot. Non, mais en termes, ça fait partie de la famille des politiques. Par contre, il y a quand même un peu d'aide en termes de résultats avec le plan Ecophyto, les GI2E, etc. Il y a quand même un peu de politique, entre guillemets, mis en place qui nécessite là, normalement, de tenir compte de l'approche système. Ça veut dire que je suis d'accord sur le 95% de la politique, on est malheureusement à simplifier. Il y a eu quand même des initiatives ces dernières années qui poussent un peu quand même à utiliser l'approche système pour pouvoir répondre justement à des résultats, à fixer avec des indicateurs. Je crois que la présence de tout ce beau monde aujourd'hui, vous étiez plus de 300 aujourd'hui participants, et on voit que la communauté se met en position de transition. On voit dans les questions ou dans les réponses qu'il y a une vraie dynamique, et donc il faut continuer. Je pense qu'effectivement, c'est la dynamique collective qui va faire changer les choses. Et donc, on termine cette fois-ci. La semaine prochaine, on revient sur l'agriculture numérique et la question du deep learning. Et donc, bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt pour tous. Au revoir.